Et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Ce soir pour un nouveau meet-up où on va recevoir Didier Rolls de Figital et comme d'habitude en compagnie de Cédric. J'arrive messieurs, je cherche la scène qui va bien. On est là. Bonsoir messieurs. Touc, touc, touc. J'ai vu un event popper sur le chat et j'ai pas eu le temps de le lire. Il va revenir un peu après. Et effectivement, faut changer titre plus jeu. L'arrière-boutique avec Rames, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je vais m'en occuper. Didier, donc toi, tu as une entreprise qui s'appelle Figital et tu travailles sur la réalité augmentée et tu nous parlais un petit peu avant du concept de mixer digital et physique. Est-ce qu'on peut reprendre un peu cette discussion? Se mettent à bouger comme une vidéo. Ok. Alors, je suis désolé, je vais te demander de reprendre parce que j'ai eu un petit oubli d'activer vos micros sur le stream. Donc, on vient de me faire la D'accord. remarque. Je suis désolé. Donc je t'en prie, reprends depuis le début. D'accord. Donc, j'ai créé un studio d'animation en réalité augmentée, donc que j'ai appelé Fiji Tales. Alors, je le prononce à l'anglaise parce qu'en fait, je fais la contraction de Figital et de Tales. Je fais un jeu de mots entre donc Tales qui veut dire conte en anglais, et l'idée de revisiter la manière de raconter des histoires en partant d'un support imprimé, donc physique, et des contenus digitaux. Donc on vient associer par-dessus pour créer des expériences de lecture comme dans la Gazette des Sorciers. On voit un journal en papier dans lequel les photos bougent comme des vidéos. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce milieu-là et pourquoi travailler sur du support papier en complément pour la réalité augmentée? Alors, comment je suis venu En fait, il y a 6 ans, lorsque je me suis mis à mon compte. Avant, j'ai une carrière d'ingénieur dans l'industrie automobile. Et je me suis d'abord intéressé aux publications interactives pour tablette, un peu après l'arrivée de l'iPad. Il y avait des choses très intéressantes à faire dans ce qu'on appelle dans l'édition numérique enrichie. C'est-à-dire des livres numériques, mais pas juste en mode liseuse où on voit du texte, où on peut juste zoomer la police, etc. Mais c'est vraiment des livres un peu multimédia, voir où on pouvait faire sortir des objets en 3D, cliquer dessus, faire des quiz, etc. Voilà. Et ça, je suis un peu revenu en arrière et depuis vraiment 2 ans, je m'intéresse à la réalité augmentée pour vraiment combiner quelque part et réconcilier le monde du papier et du digital. Pourquoi le papier en 2021 maintenant? J'aime à la fois l'aspect tactile au sens noble du terme, quoi, la matière, ça reste un objet, un livre papier par exemple, par rapport à juste un livre numérique. Et il y a aussi une certaine émotion qui peut être véhiculée par le papier. Il y a l'aspect tangible, c'est-à-dire que l'idée de combiner le meilleur des deux, c'est qu'on utilise le digital pour donner vie au papier, et le papier aussi devient une nouvelle source, avec la réalité augmentée, devient une nouvelle source de trafic vers des contenus digitaux. Et indépendante des algorithmes de Google ou de Facebook, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment les contenus digitaux à faire apparaître par-dessus le papier, et le papier, on le valorise aussi comme un écrin tangible, tangible pour des contenus digitaux qu'on consomme un peu de manière éphémère souvent.
C'est-à-dire que le papier, lui, ne s'éteint pas lorsqu'on passe à autre chose ou lorsqu'on change de fenêtre ou d'application, ou lorsqu'on passe. Et c'est marrant parce qu'on aurait pu voir aussi potentiellement le deuxième paradigme, à savoir que le papier, effectivement, à partir du moment où c'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Dans un monde qui bouge effectivement très très vite, on voit maintenant d'ailleurs que les encyclopédies papier n'existent plus du tout, Ouais. pour cette raison-là, hein, c'est que ça va effectivement très très vite et que il faut faire faire des tirages, de nouveaux tirages et les racheter. Là où Internet du coup se met à jour automatiquement. On aurait pu voir aussi ce paradigme-là, c'est-à-dire que effectivement on garde un support papier, mais un support papier qu'on vient du coup augmenter ou qu'on vient mettre à jour via la réalité augmentée. Ça pourrait être ça aussi. Oui, puis c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois grâce à la réalité augmentée, on vient rajouter ou contextualiser des contenus multimédia, mais on peut aussi tous les contenus qui apparaissent en réalité augmentée peuvent techniquement être réactualisés à volonté, donc on peut vraiment repenser la manière où on va imprimer, on va prolonger la durée de vie du papier, ou réduire son obsolescence, et faire que s'il y a des choses à réactualiser, on les réactualise simplement en réalité augmentée, Ok, d'accord. En effet. Et on peut aussi personnaliser certains contenus. En scannant le même support imprimé, on peut personnaliser le contenu en fonction de la langue qui est paramétrée dans le téléphone. Également, tout à fait. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que une application de réalité augmentée sur un livre apporte par rapport à, je vais dire une hérésie, je le sais, un livre qui serait complètement digitalisé de base. Tu sais, il y a eu des expérimentations aussi sur des écrans souples qui permettraient de reproduire un livre et de tourner une page digitale qui permettrait de changer ça. Alors, justement, par rapport à avoir quelque chose de tout numérique, moi, j'aime bien l'idée d'associer la noblesse du papier ou le matériau. Après, sur la partie, il y a une partie. Avant, on a eu, il y a 10 ans, on ne jurait que par du zéro papier ou par de la dématérialisation de tout ce qui est facture, notamment courrier, etc. On y revient un peu et puis et de manière générale, on découvre maintenant que le numérique a aussi son impact environnemental, notamment par rapport aux flux de vidéos et tout ça. Et c'est intéressant de se reposer la question de voir comment un peu rééquilibrer les usages entre papier et digital par rapport à ça, par rapport à l'impact environnemental de chacun. Et le papier, on découvre, on valorise aussi le fait qu'il peut y avoir des filières de production de papier qui sont correctement gérées, c'est-à-dire avec des forêts qui sont entretenues où l'idée n'est pas de contribuer à de la déforestation ou de couper des arbres simplement pour faire du papier. L'enjeu est plutôt de contribuer. Le papier fait partie du modèle économique de l'entretien des forêts, où c'est aussi plutôt les déchets de l'industrie du bois, où on coupe pas des arbres pour faire du papier. Donc là, du coup, puis ça se recycle très très bien, du coup. Et ça se recycle. Il y a effectivement toute une filière qui est en place pour recycler le papier. Si on prend la peine de le mettre dans les bonnes poubelles. Ouais. En même temps, le mot est passé. Hein, voilà, trier vos papiers. Papier vert, ça me semble être vraiment la base. Je pense que beaucoup le font maintenant et que ceux qui ne sont pas au courant le seront jamais. En tout cas, ne le feront jamais, malheureusement. Mais oui, en effet. Donc redonner comme ça une nouvelle vie au papier. Relancer la filière. Pour prolonger ma réponse, j'avais vu des choses un peu hybrides, par exemple, où on insérait des écrans LCD dans des livres en papier, où il y a eu aussi des puces NFC qui étaient intégrées dans le papier. Tout ça, c'est des choses qui, justement, pour des problématiques d'impact environnemental, parce qu'après, du coup, ça veut dire qu'il y a un écran à recycler, ou si on le jette dans le papier, ça vient polluer le recyclage qui peut être fait derrière. Donc, je trouve que la réalité augmentée est du coup intéressante pour ça, parce qu'on a du coup du papier d'un côté que l'on peut moins gaspiller, parce que du coup on va pas le jeter parce qu'il y aura du texte qui sera obsolète.
Et puis, mais on a du coup quand même, on garde un objet qui, on prend l'exemple souvent de la carte de vœux, une belle carte de vœux papier, on va la garder tout le mois de janvier sur son bureau ou sur sa cheminée, alors qu'une e-card, on a tendance, on les regarde presque même plus, quoi. En effet, ouais, complètement. Il y a après, sans parler de l'émotion, à la fois ou l'attention que l'on porte à quelqu'un ou donc au destinataire d'une carte postale, quoi. C'est une marque d'intention, on n'écrit pas les mêmes choses sur du papier que simplement que sur un écran, donc c'est intéressant tout ça, c'est des questions que je découvre aussi, et que j'explore au travers d'un podcast que j'ai appelé La magie du papier, justement pour à la fois mettre en avant le savoir-faire de créatifs, d'artisans d'art qui ont développé un savoir-faire unique autour du papier, mais aussi je fais témoigner des pure players, donc des gens qui ont une activité qui est née dans le digital, et qui peut être donc soit un média web qui lance un magazine papier, donc récemment il y a Brut, qu'on connaît pour ses vidéos, qui est un média web au départ, mais qui a lancé un livre en exclusivité à la Fnac. Il y a après aussi des startups qui développent des technologies qui utilisent le numérique pour revisiter la manière de faire des imprimés, donc pour faire par exemple des catalogues personnalisés en fonction de l'historique de commande sur un site de e-commerce. Et du coup, ce sera quelque chose qui touchera vraiment ce public. Effectivement, le Ikea a annoncé qu'il arrêtait son gros catalogue papier, mais il y a d'autres initiatives par ailleurs qui revoient un peu, qui remettent le papier au goût du jour, quoi. Donc, et pour moi, c'est pas une question d'âge, quoi. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on est encore attaché au papier. J'interroge souvent aussi des plus jeunes qui redécouvrent ou qui découvrent la lecture sur papier ou l'écriture ou la correspondance, etc. Donc, Il y a pas mal il y a pas mal d'initiatives justement sur faire lire en VR qui sont aujourd'hui en cours. Et donc toi, tu vas travailler sur quel type de documents quel type de documents tu vas aller enrichir de réalité augmentée et comment tu le fais? Ce que je te propose, si on peut passer la vidéo, comme ça permettra déjà de visualiser un peu un des aspects. Donc là, c'est un exemple de 5e de couverture que vous allez voir. Je ne sais pas si vous êtes familier, on parle dans un livre, la 4e de couverture, c'est le dos du livre, en fait, ce qu'il y a derrière. Il y a en général un résumé, une photo de l'auteur, et puis voilà, c'est ce qui est censé vous donner envie d'acheter le livre. Le clin d'œil sur la 5e de couverture, en fait, c'est l'idée de scanner et d'animer en réalité augmentée la couverture d'un livre pour deux choses. Donc, c'est à la fois en faire un teaser vidéo de promotion du livre où on voit une version animée de la couverture, un peu comme si on était dans Harry Potter. Et il y a aussi l'idée une fois qu'on l'a scanné, on fait apparaître des marque-pages virtuels sur le côté qui permettent d'accéder à des ressources ou à des bonus. Donc, je vous laisse découvrir ça sur la vidéo. Et ah oui, et donc tu as carrément réanimé la couverture en fait de ce qu'on voit là. Alors moi je la vois pas, mais moi je la connais. Il est en train de passer. Ouais, en fait, tu vas la voir, mais avec quelques secondes, effectivement, je crois une bonne dizaine de secondes, je pense, de décalage. Mais ouais, donc là, en fait, effectivement, on passe le téléphone devant et on voyait en fait le texte défiler, les marque-pages sur la droite et l'image de fond également s'animer. Du coup, on avait donc l'image de fond avec la tête du coup qui bouge. En gros, la couverture qui prend vie. C'était un petit peu la symbolique, j'imagine, derrière ça. Ouais. Donc là, il nous propose de feuilleter l'ouvrage. Donc c'est quoi? On va pouvoir aller chercher des pages spécifiques, des éléments choisis du texte? Là, c'est plus simple que ça. C'est juste un lien. En fait, chaque marque-page qui apparaît sur le côté permet d'accéder à des ressources qui peuvent être soit une vidéo. Là-dessus, par exemple, on s'est amusé à refaire une vidéo du cortège funèbre entre l'Arc de Triomphe et le Panthéon. Donc on a fait ça le dernier jour du premier confinement pour pas avoir trop de voitures. L'idée de l'extrait, c'est juste un flipbook, c'est un extrait, c'est 16 pages
c'est un PDF de 16 pages que l'on feuillette en ligne via Issuu. Donc, c'est comme Calameo, une solution de feuilletage, je crois, de PDF. C'est pour pouvoir visualiser des extraits. Il y avait un autre marque-page où on pouvait accéder directement à une émission de radio qui avait interrogé en 1955 des témoins de l'enterrement, donc des personnes qui avaient entre 5 et 15 ans. Et c'est assez émouvant à écouter parce qu'on a l'impression d'entendre nos grands-parents qui parlent qui commentent l'enterrement de Victor Hugo. Mhm. Et l'idée, c'est en un seul scan, on a accès à tout ça. Parce que je suis parti du constat, c'est que lorsqu'on s'intéresse à un livre, à un auteur, etc., c'est souvent assez compliqué d'avoir des infos. Alors, on fait le tour d'Amazon, du site de l'éditeur, du site de l'auteur, on fait des recherches, etc., pour avoir des infos. Là, l'idée, en un seul scan, j'ai accès à toutes les infos qui sont intéressantes sur ce livre-là et je peux éventuellement, l'éditeur peut après les réactualiser si besoin, en fonction de l'actualité de l'auteur ou de l'éditeur. Après, il y a l'idée aussi, on va dans une tendance où on fait des recherches visuelles par rapport. Jusqu'à maintenant, on fait beaucoup de recherches textuelles au clavier. On tape des requêtes, un mot, une phrase dans un moteur de recherche. Et donc, idéalement, plutôt Lilo ou Ecosia, mais plutôt Google. Mais après, il y a des recherches aussi maintenant qui se développent via la voix, via les assistants vocaux ou les enceintes connectées. Et on a aussi maintenant on commence à avoir la possibilité de faire des recherches visuelles à partir de la caméra de son appareil photo, plus tard des lunettes connectées. Mais l'idée, par exemple, avec Google Lens, c'est de prendre quelque chose en photo et d'avoir des infos par rapport à ça, ou Snapchat l'utilise avec la reconnaissance où on va pouvoir reconnaître des végétaux, des fleurs, des choses comme ça. Tout à fait. Un gros machine learning en fait derrière. Hein. Le but étant de faire une giga base de données pour que en fait c'est toutes ces photos là en fait qui alimentent du coup les IA, qui Voilà, servent à alors, entraîner les IA derrière en fait. là, dans l'usage que je fais, c'est assez low-tech, on va dire. C'est déjà donc avec un mobile, et puis là-dessus, c'est moi qui définis ce que je veux faire apparaître par-dessus. Donc, il n'y a pas du tout Bien sûr. une reconnaissance pour pouvoir caler les éléments que je mets en scène. Et lorsque, comme vous l'avez vu dans la vidéo, si je me rapproche du livre, de ce que j'ai scanné, j'ai l'impression de zoomer. Si je me déplace autour, j'ai vraiment l'impression que le livre, c'est animé comme dans Harry Potter. Ok. Moi, j'ai pas mal de questions. Je vais avoir pas mal de questions, sous 3 axes en fait. Donc, je sais pas trop comment on va faire, mais d'abord les questions techniques sur le comment effectivement on fait, quels sont le modèle économique aussi qui va derrière, hein, parce que du coup j'imagine qu'il y a un modèle forcément, et le futur effectivement, parce que alors ce genre de technologie, moi j'y crois, pour le coup j'y crois dur comme fer. D'ailleurs on a Arc qui nous dit dans le chat c'est excellent, et Chapin qui nous dit que c'est fun. Moi j'y crois vraiment beaucoup, mais par contre plus avec l'explosion des lunettes, on va dire, en soi, pour l'adoption de masse, j'entends. Mais du coup, techniquement, déjà, comment c'est fait, en fait? Comment c'est... Alors, techniquement, donc, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée avec un marqueur, c'est avec un visuel que l'on va reconnaître. Parce qu'après, il y a d'autres formes de réalité augmentée où on va être plutôt sur soit une notion de portail, où on va... ou sur le fait de pouvoir... scanner un environnement et positionner des éléments virtuels qui viennent du coup se superposer à ce que l'on voit au travers de la caméra. Et donc dans ces technologies, avec marqueur, il y a plusieurs technologies. Là, celle que j'ai utilisée là, c'est Argo Play, qui est une start-up française, donc la technologie s'appelait SnapPress avant. Elle est utilisée par des éditeurs de presse ou pour des données via des magazines comme il y a eu Géo, Capital. Il y a plusieurs éditeurs qui ont fait des tests là-dessus. Et
Après, il y a des technologies aussi qui arrivent. Donc là, ça se fait avec une application, c'est-à-dire que le lecteur, lui, télécharge une application et il scanne à partir de cette application les visuels qu'il faut scanner. Après, il y a des technologies qui arrivent qui sont sans application, c'est-à-dire qu'on passe par le navigateur directement du mobile, ce qui évite d'avoir à charger une application. Et après, il y a des technos qui sont intégrés maintenant, soit dans les lens de Snapchat, soit dans les filtres d'Instagram aussi. Donc voilà, ça c'est. Et qui pour le coup sont des technos propriétaires. Hein. C'est vraiment quasiment tout ce que Snapchat fait est propriétaire, même s'il y a moyen de bidouiller. Mais malheureusement, après, moi, j'utilise donc Argo, ou tout ce que j'utilise, c'est du no-code, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de développement à faire. Après, parce que la réalité augmentée, c'est pas nouveau, mais effectivement, il y a eu un des premiers freins à l'utilisation, c'était qu'il fallait télécharger une application, et même lorsqu'on passe par des par des développements maison pour une expérience, pour je sais pas, pour donner vie à un livre ou à une affiche. Ou un cube. Ou un cube, ouais. Ouais. Il y avait donc, mais ça c'est. Ça, on a arrêté un peu de le faire, mais c'est. Il y a eu des usages où il fallait télécharger, ou des éditeurs qui faisaient télécharger une application pour un seul livre, pour chaque livre, en fait, en gros, ou qui avaient des applications en marque blanche à leur marque, quoi. Et la contrainte pour le lecteur, c'est qu'il devait télécharger une application pour chaque livre. Avec Argo Play ou d'autres comme Caviar, on a des applications qui sont génériques, et une fois que le lecteur l'a téléchargé une fois, toutes les agences qui utilisent la même techno n'ont besoin que d'un seul et même lecteur, quoi. Et lorsqu'on a des lecteurs génériques, on a des applications qui sont très légères, qui font quelques dizaines de mégas, quoi. Du coup, qu'on peut télécharger facilement, parce que la tentation est après grande lorsqu'on développe une application, c'est de mettre tous les contenus, tous les assets en fait qui apparaissent, de les intégrer dans l'application. Et du coup, ça fait des très grosses applications de plusieurs centaines de mégas que personne télécharge ou qu'on supprime tout de suite après, quoi. Et c'est là où, dans le chat, on a Arc qui nous dit que c'est vrai que ce qui est fou, c'est que ces logiciels-là sont très en avance en fait par rapport au hardware au final. Parce que les lunettes de réalité augmentée, c'est un doux rêve pour l'instant qui est en train de se concrétiser quand même avec les Apple et Facebook qui sont en train d'arriver. Voilà, teasing de l'émission d'après, restez avec nous. Mais effectivement, on a aujourd'hui de belles applications de réalité augmentée, et je pense que donner vie au papier, à la littérature et à des œuvres plus ou moins connues, d'ailleurs je pense qu'avec des œuvres connues, et tu nous en parleras Didier, hein, mais je pense qu'avec des œuvres connues, le jeu est encore différent. Mais ouais, le modèle sur les lunettes devrait permettre d'exploser, et c'est là où les applications génériques dont tu parlais juste avant vont être indispensables. Sinon, on ne sera pas capable d'initier, et on n'arrivera jamais à avoir des choses réellement diffusées, diffusables et interactives régulièrement. Après, j'ai une petite explication quand même par rapport à ça, parce que du coup, que ça soit effectivement Caviar, Argo Play ou autre, effectivement, donc c'est des applications génériques. Il y a une raison historique, vraiment, pour laquelle, effectivement, avant, on n'avait pas d'application justement générique. C'est que c'est tout simplement la licence. Le prix de la licence. C'est-à-dire que l'une des boîtes qui trust le game de la réalité augmentée, c'est Vuforia, maintenant PTC, avec des licences qui sont complètement hors de prix. Donc en fait, ce que faisaient les éditeurs, c'est qu'ils s'asseyaient tout simplement sur la licence commerciale, mais par contre, étaient associés à leur compte une seule et unique base de données, sans possibilité effectivement de pouvoir comme ça avoir ce qu'on peut appeler du multi-tracker, hein, du coup voilà, et pouvoir voilà, en fait on ne pouvait pas mettre par exemple une dizaine de couvertures comme étant des trackers potentiels avec ce système de licence, et payer la licence coûtait une véritable fortune à l'année en plus.
Donc c'était littéralement impossible pour eux. Donc voilà, le développement du marché open source hein, a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé toutes ces technos-là et permettent effectivement maintenant bah, aux développeurs de faire beaucoup plus, de faire beaucoup mieux leur boulot. Hein, parce que moi, en tant que développeur, quand on parle de généricité et autres, c'est des choses qui me touchent. Et voilà, je voulais juste remettre un peu le frein sur le fait que c'est pas qu'aucun développeur n'y a pensé. Je pense qu'on était tous très très impactés d'ailleurs à chaque fois de devoir faire ça comme ça, mais c'était vraiment pour un souci de licence à la de base. Hein. licence. Ouais. Moi, j'ai la même problématique aussi de mon côté, même avec des outils no-code, c'est que Argo, par exemple, c'est des licences à plus de 3 000 euros par an. Du coup, il faut vraiment avoir Ah oui. des usages récurrents pour, du coup, côté agence pour créer les expériences. Après, côté lecteur, c'est bien sûr gratuit. Mais donc, moi, par rapport aux lunettes ou par rapport au device, hein, parce que c'est souvent un frein une des objections principales que l'on me ramène, mais moi j'essaie déjà de travailler sur la grammaire, c'est pour ça que j'ai voulu conceptualiser l'idée de storytelling digital, donc qui consiste à revisiter la manière de raconter des histoires en partant d'un support imprimé et auquel tu donnes vie, pour le moment au travers de l'écran d'un mobile, mais effectivement plus tard au travers de lunettes. Et encore, je fais une parenthèse sur les lunettes, mais moi, qui venant de l'automobile, il y a l'affichage tête haute qui existe depuis déjà pas mal de temps dans l'automobile. Les lunettes, peut-être que dans un premier temps, ça sera que de l'affichage tête haute, où tu auras des rappels, des notifications, des choses comme ça, et pas forcément, ça permettra pas forcément comment dire, un usage aussi créatif ou de la réalité Tout à augmentée. fait. Donc après, j'attends de voir, mais Ah ben, tu spoil un petit peu l'annonce de Facebook sur sur le fameux projet Aria, hein, qui est donc leur lunette de réalité augmentée, mais c'est exactement ça, en effet. alors, je suis pas là-dessus, puis j'essaye de me détacher par rapport à ça. C'est parce que justement, si je valorise le papier, c'est aussi pour pouvoir valoriser le temps long, prendre un peu de distance par rapport à la problématique d'addiction aux écrans ou de guerre de l'attention comment dire, qui font le jeu des GAFA, quoi, où il faudrait qu'on Ouais. passe le plus de temps possible sur nos écrans, etc. Donc, Est-ce que c'est pas quelque chose Alors, bah, j'imagine que la réponse va être non, et c'est pour ça que ça va être intéressant d'en discuter, mais enfin, est-ce que c'est pas quelque chose d'acté, ça, le fait que la génération, alors on est à combien, la génération Z, moi je vois passer énormément de recherches là en ce moment sur les méthodes de travail justement parce que les gens considèrent que c'est acté, c'est-à-dire qu'on a un temps à peu près d'attention digne du bulot, avec justement tout ce qui est notification et autres, et qu'il va carrément falloir adapter l'intégralité des corps de métier pour que les jeunes puissent prendre en fait un véritable travail, parce qu'à l'heure actuelle c'est compliqué. après, on a tous vu débouler un peu ces technos assez rapidement quand même, et on a plus ou moins appris à les utiliser, à s'en protéger aussi, et du coup maintenant je pense qu'on est un peu plus averti et sensible, et il y a quand même en termes d'éducation des choses qui sont faites. Alors après j'ai peut-être un biais là-dessus parce que je fais de la veille sur tout ce qui est digital detox et l'éducation aux écrans et tout ça, mais du coup on est quand même plus sensible aussi puis il y a des retours d'études qui Oui, des alertes. ont des problématiques d'anxiété, de sommeil, etc. Donc après, l'idée n'est pas de critiquer les écrans, mais c'est de mieux les utiliser et d'arriver à prendre conscience de cette... Il y a eu des reportages intéressants, notamment sur la dopamine que génèrent toutes les notifications, des choses comme ça, quoi. Donc après, on apprend... Des coups de stress à chaque notification quand vous Et attendez c'est quelque même chose. venu Alors moi, je suis plutôt Apple, donc je ne sais pas si c'est aussi déployé côté Android, mais il y a donc maintenant, on a accès facilement au temps d'écran par application, etc. Donc c'est facile de se rendre compte, ou même les réseaux sociaux aussi ont bien senti qu'il fallait qu'eux-mêmes ils protègent un peu qu'ils protègent un peu leurs utilisateurs, quoi.
Et Ouais, c'est ça. Ah, Oui, alors après, on va peut-être pas leur donner cette attention-là, on va dire aux GAFAM. La seule chose qui protège finalement, c'est leur image et le côté addictif. Hein. C'est-à-dire qu'un réseau social, s'il avait été estampillé comme quelque chose d'addictif, ça aurait tombé sous le joug en fait dans beaucoup de pays hum, hum. l'équivalent du jeu hein, ou des machines à sous. Et ça aurait été vraiment problématique. Donc ouais, effectivement, ils font tout pour Oui, limiter, mais c'est plus par rapport à leur image à eux, quoi. Mais bon, il y en a qui commencent un peu au tabac. Bon, ouais, tout à fait. peut-être que dans 10 ans, il y aura euh, pas l'écran tue, quoi, mais des choses, des notifications qui vous rappelleront que vous avez passé assez Mm. de temps, etc., quoi. Non, mais tout à fait. Et du coup, cette volonté, donc, mais c'est marrant comme démarche, et de prime abord, ça pourrait être considéré comme un petit peu ambivalent, enfin, de réhabiliter le papier tout en utilisant une techno des plus futuristes, on va appeler ça comme ça. Hein. Mhm. Ça peut sembler, ouais, c'est ça, un petit peu, Opposer les genres, quoi, mais ouais, c'est ça. Mais pourquoi être passé par là? C'est-à-dire que ça, parce que le but, ça sera quoi vraiment à terme? C'est-à-dire de réhabiliter le papier ou de vraiment miser sur la réalité augmentée? Ou d'avoir quelque chose de transgenre finalement et sur lequel on peut effectivement naviguer un petit peu entre deux eaux bah, je dirais que pour moi, la problématique est plutôt d'aller à l'encontre du tout digital. D'accord. Mais après, c'est des choses aussi que l'on voit dans l'événementiel. Bon, là, on a la contrainte de faire des webinaires, des choses comme ça, plutôt qu'une conférence ou qu'un meet-up physique. Mais Mm. c'est l'idée de combiner le meilleur des deux mondes, quoi, et Oui, tout à fait. pas de faire que du digital. Bon, et du coup, c'est le chemin que j'ai fait. Moi, quand je disais que je m'étais intéressé aux publications interactives pour tablette, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de très belles choses, mais un livre numérique, même enrichi sur tablette, moi, il a ses avantages, ses intérêts, etc. Mais C'est pas pareil. Non, non. par rapport à un beau livre à côté qui peut être joli dans une bibliothèque, qui peut être un cadeau de quelqu'un ou rappeler un événement si c'est ou une visite qu'on a fait dans un musée. Voilà, Mm. on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, Ouais, tout à fait. et Après, après, moi, j'ai un faible aussi où j'aime bien les métiers d'art, un peu tous ces savoir-faire, un peu, etc., qui racontent des histoires, bon, euh, c'est une non, non, mais manière clairement. aussi de les réhabiliter ou de ne pas les Claire- perdre, quoi. et Clairement, moi je trouve ça fascinant et l'éventail des possibles est vraiment colossal. Mais par contre, et c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du papier, justement, et à son déclin entre guillemets enfin, on va appeler déclin. Enfin, Mhm. c'est pas forcément, on l'utilise beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que et le gros truc, c'est qu'on a les mêmes arguments, c'est-à-dire que le côté bibliothèque, le côté, on nous dit dans le chat, hein, le côté, effectivement, le côté un peu noble, en fait, hein, du papier, le fait de pouvoir le toucher, le fait d'avoir un objet physique en soi, de pouvoir se le donner en cadeau, le côté bibliothèque, mais ça je l'ai déjà dit, mais ça c'est vraiment le must, hein, qui ne rêve pas d'avoir une bibliothèque chez soi. Mais après, on se fait un petit peu rattraper, j'ai envie de dire, par la réalité du terrain, à savoir que bah, un Parisien, typiquement, lui, c'est la liseuse ou rien, parce que au prix du mètre carré, sa bibliothèque, elle lui coûte une fortune. Enfin, Oui, alors qu'est-ce que... Ouais, après, par rapport à ça, je m'intéresse aussi du coup il y a des applications qui permettent de gérer ou de faire tourner les livres donc de gérer sa mhm, bibliothèque, etc. Bon, il y a les médiathèques, il y a pas mal de manières aussi d'avoir accès à des livres physiques si on veut. Après, effectivement, moi j'ai aussi une liseuse et même les mails, tout ce qui est mail ou articles je fais ma veille. La veille que je fais sur Internet, en fait, je me renvoie tous les articles, je les lis sur liseuse parce que je préfère lire sur un écran de liseuse plutôt que sur un écran de oui, sur un tablette écran ou classique. d'ordinateur. Ouais. Euh, je suis un peu, là par contre, je suis un peu nostalgique je sais pas si vous avez connu les Palm Pilot ou
les premiers organisateurs qui étaient effectivement des écrans comme des liseuses, quoi, mais qui étaient tout à fait interactifs, sur lesquels on pouvait et avoir une belle reconnaissance d'écriture. Ouais, les PDA, ouais. Ouais. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur un même écran, hein. Attention, confondez pas d'ailleurs si dans le chat, voilà, entre une liseuse et une tablette, typiquement, hein, c'est pas du tout la même chose. Alors oui, vous avez un PDF que vous êtes en train de lire, mais par contre, c'est pas du tout le même type d'écran et le même rendu de lumière. Et d'ailleurs, vous avez même des tablettes qui ne sont absolument pas rétroéclairées. ça arrive. Ce qui fait que du coup c'est encore plus doux pour les yeux, mais vous avez quand même pas effectivement la sensation de papier, quoi. C'est complètement différent. Oui, après la liseuse, je le fais plus pour des choses pratiques comme ça, pour de la veille ou pour les longs mails ou pour les livres, quand on est un peu comment dire, les livres comment dire, sur lesquels je dois annoter ou les livres en anglais, parce que du coup en mettant le doigt sur le mot, on a tout de suite la traduction. Bon, c'est quand même bien pratique. Complètement. Ah oui, effectivement, moi j'ai eu la chance, je suis allé voir l'inauguration de l'exposition. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Geluck, l'auteur, le père du chat, l'illustrateur. Et il faisait une expo à Rodez en musée Soulage. Et j'ai pu le croiser, aller faire dédicacer une BD. Et du coup, c'est sympa d'avoir en souvenir, parce que du coup, il prend le temps de faire un vrai chat, etc. Donc, c'est vraiment un beau souvenir que je ne pourrais pas avoir sur un livre numérique, quoi. Ah non. Et du coup, tu vois, moi, un truc que je trouve intéressant dans ce genre de démarche aussi, parce que là on parle remplacement du livre entre guillemets, mais moi ce que j'aime bien, c'est que ça va permettre aussi de réhabiliter des œuvres qui seraient pas connues ou peu connues du public. Et justement, on parlait de l'attention, le fait qu'on ait quelque chose d'animé à cet endroit-là pourrait, avec la combinaison du virtuel et du réel, donner envie de se mettre à la lecture du livre. Pour entraîner les lecteurs potentiels justement sur ce sujet-là. Alors, justement, dans le concept de 5e de couverture, l'idée, c'est vraiment de se concentrer déjà sur la couverture du livre, parce qu'après, je ne me vois pas lire un livre papier avec un mobile à la main. Alors, peut-être qu'avec des lunettes, ça sera plus confortable, parce qu'on aura effectivement les deux mains libres, mais l'idée, lorsqu'on prend la peine de lire un livre papier, c'est aussi de se déconnecter un petit peu et de se reposer peut-être les yeux. Et l'immersion, elle est plus faite par la narration, par le texte, quoi, et par les images ou les illustrations. Et du coup, la réalité augmentée, moi, je la vois déjà en priorité justement pour la promotion, pour le marketing, ou de donner envie de lire le livre et de rentrer dedans. Et une fois qu'on est rentré dedans, on pose son téléphone et on est immergé par la qualité de l'auteur ou de l'illustrateur. Et du coup, dans l'idée de 5e de couverture, il y a cette idée, donc en l'animant, de faire un teaser vidéo, donc qu'on pourrait appeler aussi un book trailer, si on fait une analogie au cinéma, et donc qui donne envie de lire le livre, et en tout cas plus envie que simplement, c'est actuellement lorsqu'on fait la promotion d'un livre, c'est on partage sur les réseaux sociaux, on partage juste une photo de la couverture, éventuellement il y a des animations, on voit un peu un motion design, etc. Mais bon, je trouve intéressant l'idée de vraiment de partir et de jouer sur cet effet un peu Harry Potter, où on voit la couverture qui s'anime littéralement. Et puis après, il y a cet aspect un peu pratique lorsqu'on souhaite aller plus loin, ou après on peut imaginer sur des livres de développement personnel ou des choses comme ça, les marque-pages permettraient de télécharger directement, je sais pas, des fiches à remplir, des quiz, etc. Et pour avoir quelque chose d'un peu qui soit plus agréable ou plus efficace, ou qui permette de faire des QCM ou de tester un peu ce qu'on a retenu d'un livre, etc., quoi. Et du coup, pour faire une bonne 5e de couverture, c'est quoi les astuces, les bonnes pratiques, parce qu'il faut vraiment garder en tête au cours du projet? La bonne pratique, ça peut être déjà de voir, ça pourrait être d'intégrer dès la conception,
celle de Victor Hugo, je l'ai faite, le visuel la couverture était déjà faite. Par chance, j'ai pu trouver quelque chose, des animations sur les textes, sur le titre, quoi, et sur la tête qui font que ça fait quelque chose de sympa. Puis après, je pose par-dessus je fais une revue de presse un peu en reprenant à l'intérieur du livre des visuels des différentes unes des journaux qui sont sortis le lendemain du décès. Mais voilà, c'est déjà travaillé sur la mise en page du prix, de ce qui est imprimé, de voir comment on va l'animer. Et puis après, il y a sur ces marque-pages, ensuite, il y a l'idée de rechercher des contenus qui peuvent être intéressants et complémentaires. Et là, par exemple, les émissions de radio qui nous font écouter des témoins de l'enterrement, c'est quelque chose que j'ai trouvé par ailleurs. C'est même pas l'éditeur qui me l'a mis à disposition. Donc, comme quoi on trouve, grâce à Internet, des infos intéressantes qu'on met à la disposition du lecteur, qu'il n'aurait pas trouvé comme ça, quoi. Après, il y a dans le succès, il y a de faire vraiment une vidéo, pas juste de dire que scanner la couverture ou ce qu'on aurait pu écrire aussi. On n'a rien écrit dans le livre pour pas polluer le livre avec une mention qui peut-être dans 5 ans ou 10 ans ne fonctionnerait plus parce que les technologies évoluent. Donc du coup, la durée de vie d'un livre, ça se transmet entre générations, donc on va pas dire quelqu'un qui retrouve le livre dans 50 ans, moi, il pourrait être frustré de se dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu scanner, quoi. Mais donc faut pas créer de la frustration comme ça. Par contre, c'est un peu, si on fait un parallèle par rapport à des jeux ou à c'est un peu comme un Easter egg ou quelque chose qui est un peu caché ou qui se transmet entre initiés, ou tiens, t'as essayé de scanner la couverture de ce livre, vas-y, essaye, on t'aura une surprise, quoi. D'accord. Je sais pas si c'est une analogie qui vous parle, mais Non, si. Mais par contre, comment ça se passe du coup si on passe ça, donc demain je suis écrivain et je veux faire appel à toi du coup. Comment ça se passe plus en amont tu développes sur quelque chose de générique avec les bases de données de livres du coup existantes et sur lesquelles tu vas pouvoir alors ça, effectivement, c'est l'étape 3. C'est vrai. Si je commence par ma cible, effectivement, l'idée, si je veux, parce que de toute façon, je pense que c'est des choses qui arriveront ou qui seront poussées par Amazon, Google, etc., quoi. Dans cette idée de développer les recherches visuelles, donc à partir du coup de la couverture. Là, l'idée, c'est vraiment pour une fois essayer d'anticiper ça et de pouvoir, là pour le moment, je le fais de manière assez artisanale où je vais chercher le visuel de la couverture, je le mets en scène donc dans la solution que j'ai choisie, donc comme Argo en l'occurrence ici. Et après, je viens mettre en scène les différents contenus que j'ai préparés à côté, que je mets en scène. Après, j'ai fait un autre livre où là-dessus, j'ai presque rien eu à faire. C'est un livre de Jamy. Si certains connaissent encore Jamy Gourmaud, C'est pas sorcier. Il a fait un livre et en fait, simplement en allant sur le site de l'éditeur, j'ai vu que j'ai récupéré le visuel de la couverture, il y avait une vidéo qui était par chance au format carré et qui rentrait pile poil dans la photo de Jamy qui était en couverture. Donc là, j'ai pu faire quelque chose sans avoir à créer de contenu à côté. Donc c'est aussi pour dire que ça, ce qui est le plus complexe parfois, c'est de créer des contenus, mais là sur Victor Hugo, j'ai fait une animation, etc. J'ai fait bouger la tête, etc. Bon, et encore, j'ai fait ça avec des applis. C'est pas du tout. J'ai pas utilisé After Effects ou de logiciels très très complexes. J'ai fait ça dans PowerPoint, donc pour montrer qu'on peut faire des choses simples avec des outils classiques comme bureautique. Mais après, effectivement,
j'aimerais bien, comme tu le suggérais, effectivement, c'est de pouvoir faire quelque chose, soit partir directement des bases de données des livres, parce qu'effectivement, les visuels existent déjà pour faire les catalogues pour les libraires, etc. Là, justement, je commence à discuter avec des éditeurs comme Editis sur ce sujet-là. Ah, c'est cool. Mais après, ce que j'aimerais aussi, ou quelque chose d'intermédiaire, ça serait quelque chose on va dire, de semi-artisanal, où c'est de permettre à un éditeur, même un petit éditeur, mais en lui soumettant juste un formulaire dans lequel il va uploader le visuel de sa couverture, le visuel d'une vidéo au format de sa couverture, des liens, des visuels pour les marque-pages, des liens pour les marque-pages, et puis quelque chose avec une API qui met en scène automatiquement les D'accord. éléments qui ont été recueillis de manière un peu automatique, quoi. Pour que du coup, il n'y ait pas de travail à chaque fois de mise en scène ou de choses comme ça à la main qui est du temps à Ouais, bien sûr. Ouais. faut facturer, quoi. Mais du coup, pour toi, donc, ce serait les éditeurs, entre guillemets, la cible de cette généricité plutôt que les libraires en eux-mêmes? Ou... Bah, pour la 5e de couverture, oui, parce que D'accord. c'est vraiment l'éditeur qui gère la couverture, et après, l'utilisateur, ça peut être effectivement le libraire, et s'il veut présenter le livre d'une manière différente, et l'avantage, c'est que donc, comme c'est visuel, ça fonctionne sur le livre physique, mais aussi sur toute image de la couverture que tu peux Bien sûr. scanner sur un écran, ou sur un marque-page, ou sur une affiche publicitaire, etc., quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Effectivement. Mais après, bon, la 5e de couverture, ce n'est qu'un usage du storytelling digital. Après, je ne sais pas si vous voulez parler un peu des autres usages, mais moi, je Bien travaille sûr. surtout dans tout ce qui est valorisation du patrimoine culturel ou industriel, parce que j'ai eu l'opportunité d'intégrer un programme d'incubation justement au Centre des monuments nationaux, dont dépend les éditions du patrimoine. Là, c'est pour ça qu'on a travaillé sur le catalogue de l'exposition Victor Hugo, qui doit démarrer dès la réouverture du Panthéon. Mais après, l'idée, notamment, là, je suis en train de travailler avec le musée de la Monnaie de Paris. L'idée aussi de la réalité augmentée, c'est de rendre visible le patrimoine invisible, ou tout ce que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ou là, par exemple, pour la Monnaie de Paris, c'est l'idée dans le musée, il y a une fonderie d'art, et il y a on voit des vrais, du coup, parce que c'est un vrai atelier. Et on voit des personnes qui font la coulée, c'est-à-dire qui versent le métal en fusion dans le moule, mais c'est uniquement une fois par semaine pendant 10 minutes à 11h15 le vendredi. Et là, l'idée, c'est on a filmé la scène, et ceux qui passent devant peuvent voir le film à l'endroit où il a été filmé, et du coup, ça permet de voir. Alors là, on l'a fait juste en 16/9 parce que c'est derrière une vitrine et tout se passe devant, mais c'est possible aussi de le faire en 360. Pour que les personnes puissent du coup, par exemple, ça a été fait donc ça c'est Skyboy, ça a été fait pour des simulations de débarquement sur les plages de Normandie, où du coup on voit, où il y a eu avec Nota Bene aussi quelque chose de fait sur une bataille dans les Ardennes, si je dis pas de bêtises. Et l'idée, c'est qu'on reconstitue avec des comédiens donc une bataille, et on revoit la vidéo en 360 l'endroit où elle a été faite. Et pour moi, je trouve ça intéressant, c'est que c'est plus simple logistiquement à mettre en place qu'avec des casques de réalité virtuelle. Et puis il y a une immersion qui est plus naturelle, parce qu'on est dans le lieu même, et du coup il y a des repères de décors qu'on retrouve. Donc il y a une immersion naturelle. On n'est pas complètement coupé. Oui, c'est pas occultant. C'est pas occultant. Et puis il y a le fait de pouvoir le faire simplement avec l'appareil qu'on a déjà, quoi. Et, on n'est pas à pousser des usages sur des équipements qui sont un peu élitistes, et puis qui comment dire, dans l'obsolescence aussi, et rapide, quoi, parce qu'il y a un nouveau casque tous les 6 mois. Oui, non, mais tout à fait. Ah bah alors là, sur le hardware, et j'imagine qu'il faut s'attendre un petit peu à la même chose sur le hardware au niveau de l'AR, enfin de la XR plus particulièrement, mais Sur l'air,
Ouais, c'est pour ça, pardon, je te coupe, mais Vas-y. je m'intéresse au mobile tant que que les mobiles n'auront pas été remplacés par les lunettes. Mais, Mm, et puis en bien même sûr. temps, ça permet de, comment dire, déjà de travailler sur cette grammaire, sur cette idée de voir qu'est-ce qu'on va faire apparaître comme contenu, en réalité augmentée, etc. Et tout ça, ça sera du coup du travail déjà ou une expérience acquise pour les lunettes, quoi. Complètement. Après, il suffira soit de récupérer, et même il y aura peut-être déjà des contenus existants qu'on pourra juste réuploader dans une nouvelle plateforme si besoin. Mais Mm. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et donc, du coup, tu souhaites effectivement longue vie quand même à cette réalité augmentée qu'on voit que tu utilises quand même pas mal. Alors, c'est les mêmes softs, du coup, que ce soit pour un musée ou pour... j'imagine que non. Enfin, alors, les différentes technos que j'utilise, donc donc j'ai parlé d'Argoplay, Ouais, donc via une application. Pour la monnaie de Paris, c'est Skyboy. Donc là, c'est pas de la réalité augmentée au sens strict du terme parce qu'on n'utilise pas la caméra pour se caler. C'est plus de la réalité superposée, c'est plus avec une idée. Puis il y a la possibilité de d'accord. faire des parcours de plusieurs expériences, par exemple sur une ville, pour pouvoir visiter, pour accéder à différentes expériences géolocalisées. Mais Mhm, là, l'idée, c'est plus de voir une vidéo à l'endroit où elle a été tournée. Et du coup, d'accord. au travers de la vidéo, d'avoir une qualité un peu meilleure que simplement des reconstitutions d'objets en réalité virtuelle ou de synthèse, quoi, qu'on vient rajouter par-dessus le flux vidéo. Il y a l'idée aussi, c'est que en réalité augmentée, ou par rapport à ce que j'utilise, on est sur de la réalité augmentée par rapport à un marqueur. Et du coup, ça a certaines limites, c'est-à-dire qu'il faut avoir du coup un marqueur ou un visuel qui est plat. Par exemple, sur les étiquettes de bouteilles de vin, il faut vraiment se mettre en face, quoi. Alors, Mm, euh, on scanne pas encore pour le moment ou facilement des objets en 3D, etc. Du coup, Skyboy, je l'utilise pas mal aussi lorsqu'il s'agit plutôt de donner vie à un lieu et on n'est pas obligé du coup de s'accrocher à un plan, quoi. d'accord. On est à peu près à combien du coup d'expérience en termes de distance de tracking, de capacité de tracking on est à peu près à combien? Enfin, faut compter quoi? 40 centimètres, 1 mètre, 2 mètres pour Ça dépend de traquer? de la taille du marqueur, c'est-à-dire que tu peux te mettre Mhm. à plusieurs dizaines de mètres si tu es devant Il la faut- toile d'un bâtiment en Mhm, restauration. forcément. Après, si sur un timbre-poste, faut se rapprocher, quoi. Mais Bien sûr. Pas, sur un livre, on va dire lambda, bah, comme celui de alors, comme Victor Hugo, pour que les celui, gens je comprennent crois bien. que là, celui de Victor Hugo, on peut s'éloigner. Alors, si on s'éloigne trop, donc on perd Le la tracking. caméra perd, on sort du champ de la caméra, et là, du coup, Mhm. on se retrouve en plein écran. Et si on repasse la caméra par-dessus le livre, on se rescotche, il y a un effet magnétique assez marrant. Mais je dirais que je peux m'éloigner de 2 mètres à peu près, ça lie encore le marqueur, quoi. D'accord, ok. Ok. On nous dit que ça doit dépendre de la qualité du capteur. Ouais, 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 c'est ça, mais aussi Ce du sera framework en possible. fait qu'il y a derrière et de l'application. Donc c'est pour ça que je pose la question. Et typiquement, il y a de grosses disparités entre ARKit et AirCore, hein. Donc globalement, hein, pour la faire courte d'un point de vue technologique, tous ces frameworks-là, à partir du moment où c'est du mobile et du natif, donc à savoir, donc c'est ce qu'on disait, hein, installer une application et compagnie, donc sont issus de deux frameworks. Entendez par framework boîte à outils, si jamais vous n'êtes pas tech, mais deux frameworks, à savoir AirKit pour Apple, AirCore pour Android. Et du coup, il y a quand même quelques disparités entre les deux. Donc c'est pour ça que je demandais à peu près la distance d'affichage. Il y a ça. Il y a après, moi, Pardon. j'utilise, alors toujours pareil, pour limiter mon impact environnemental, j'utilise un iPhone SE de première génération, donc qui date de 2016. Donc maintenant, Mhm. ça, à l'échelle informatique, ça commence à être un Un petit dinosaure. dinosaure,
C'est justement les premiers téléphones compatibles à AirKit et pour me dire que si je peux faire ce que je fais avec mon téléphone, quelque part avec un iPhone 10, un iPhone 12, ça ne sera que mieux, quoi. Après, je lorgne un peu sur le lidar, donc le capteur de l'iPhone 12 Pro ou de l'iPad Pro Forcément. maintenant. C'est vrai que ça permet de faire des numérisations d'objets physiques ou de scènes ou d'objets ou de magasins qui sont assez intéressantes, quoi, ou d'objets. Donc ça, Ouais. c'est pareil. Mais ça, vous en avez peut-être parlé, là. Je ne l'ai pas encore écouté, là. Alors sur le leader, non, on va attendre, on va attendre concrètement, on va l'exploiter même, parce que du coup je vais faire deux, trois sessions de code en live et du coup on va l'exploiter. Mais ce qui serait génial, couplé à de la réalité augmentée, le leader, ce qui est génial, c'est pour se déplacer dans l'espace, c'est-à-dire que là concrètement, tu pourrais vraiment envisager avoir un petit peu comme AirKit ou AirCore le fait déjà nativement, hein, c'est-à-dire que vous avez un principe d'encre étendue. C'est-à-dire qu'en fait, il crée Mm. une encre au niveau du marqueur et après, vous n'êtes plus obligé d'avoir l'encre en visuel pour être un petit peu traqué dans l'espace. Ben, le lidar, en fait, amplifie ce système-là Mm. et on pourrait vraiment imaginer par la suite, vous traquez la couverture d'un livre, Moby Dick, et là, vous tournez votre tablette ou vos lunettes, hein, forcément, ça sera Mm. encore mieux en termes de lunettes, mais et bam, vous avez l'océan à perte de vue, le bateau, la baleine, etc. L'univers, en fait, de l'artiste. Moi, c'est des choses que j'avais commencé d'ailleurs à développer pour des artistes, pour des photographes, mais effectivement, ça pourrait très très bien se porter au domaine littéraire, je pense. Euh, oui. Après, pour continuer sur les autres usages, du coup, je reviens dessus, mais il y a l'idée du coup de rendre visible le patrimoine invisible, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, ça peut être aussi de voir au travers donner l'impression de voir au travers des murs, lorsqu'on le fait un peu Oui, graphiquement de manière un peu intéressante, quoi, ou de donner l'impression que son mobile est transformé en machine à rayon X. On peut créer des effets assez marrants comme ça, quoi. Ou de faire apparaître des objets qui ne sont plus là, ou de se projeter dans le futur du même lieu. Par exemple, pour imaginer je sais pas, un édifice ou un bâtiment en travaux, mais pour l'imaginer, le voir déjà terminé, quoi, en étant devant le chantier au début. et Euh, complètement on dans la peut, construction, c'est énormément utilisé. Ouais. on peut dans une galerie donner l'impression de faire apparaître l'artiste à côté de son tableau qu'il présente, ou de voir aussi j'aime bien sur une planche de BD, par exemple, on scanne une planche de BD et puis on voit les premiers dessins des cases jusqu'à la mise en couleur finale. Donc ça peut être intéressant de voir aussi un peu le pas à pas ou comment ça a été fait avec une sorte de time-lapse. Et Complètement. puis dans l'art urbain, il y a des choses assez marrantes à faire. C'est pour du coup soit donner l'impression de donner vie à une fresque dans la rue, ou donner du relief aussi. C'est-à-dire qu'on peut superposer des éléments en 3D qui peuvent du coup donner l'impression qu'on a une fresque en relief alors que le mur Ouais, ouais. est plat, quoi. Et justement, mais ça va aussi avec cette notion, entre guillemets, de recyclage, ou en tout cas de green IT, parce que du coup, l'écologie, en fait, dans le domaine du numérique, hein, du coup, ça a Mm. vraiment l'appellation green IT. Et il y a beaucoup de grosses marques qui, aux États-Unis, ont profité justement de ces fresques d'urban style, hein, de graffiti. Enfin, voilà, ça a sûrement mais poussé poussé au max en termes de pub. Mhm. Et du coup, voilà, on prenait l'application et bam, et cette fresque se transformait, s'animait pour les besoins d'une pub. Et effectivement, hein, ça veut dire pas de papier d'imprimé, enfin, je veux dire, vous savez, à mettre sur les arrêts de bus, ou Mm. ce genre de choses. Enfin, voilà. Et pour eux, c'était en tout cas moins consommateur, moins énergivore. Oui, puis Donc, après, pour continuer sur ce registre, effectivement, alors il y en a qui appellent ça de la pollution urbaine, quoi, un peu tous ces écrans publicitaires, etc. Au moment, il y avait mmh, la ville de Paris, je ne sais plus s'il a pris des arrêtés là-dessus, quoi, pour les interdire ou les supprimer, mais je trouve qu'effectivement, alors ça n'a peut-être pas le même impact comme ça globalement, mais
je trouve ça moins intrusif, effectivement, et puis on utilise l'écran qu'on a déjà dans la poche plutôt que de mettre des écrans partout, quoi. Notamment, on a parfois en tête le cliché un peu de rue dans New York avec des écrans dans tous les sens, quoi. Je trouve qu'en termes d'impact environnemental, c'est quand même pas génial. Et du coup, là, on pourrait avoir justement juste des affiches et puis on vient les scanner pour avoir accès à des contenus multimédia et qui donc Ouais, tout à effectivement fait. peuvent être réactualisés, etc., quoi. L'un des mots On d'ordre, parle d'ailleurs. pas de la PLV sans écran ou des choses comme ça. Ouais. L'un des mots d'ordre, d'ailleurs, effectivement, là-dessus sera derrière en fait la manipulation des publicités avec les différentes datas, hein, à savoir effectivement Facebook, Amazon, bon bah voilà, tout ça. Imaginez quand même que tout ça c'est mixé un peu dans une espèce de grosse base de données mondiale, hein. Il y a très peu d'informations qui du coup sont vraiment purement gardées, elles sont toutes revendues entre eux. Donc ça alimente une espèce de grosse base de données mondiale, et on pourrait imaginer effectivement très facilement avec la réalité augmentée que les pubs ciblées, soient pour le coup vraiment ciblées. C'est-à-dire que vous allez regarder une PLV et elle vous dira pas la même chose en réalité augmentée. Oui, ou à 2 personnes, elle sera personnalisée en fonction de... Exactement. Et c'est un petit peu le but de la réalité augmentée, hein, d'une façon générale, ça va être un petit peu de faire en sorte que vous puissiez personnaliser votre monde. Alors, est-ce que ça supprimera les écrans? Peut-être pas, mais ça va permettre d'y voir peut-être autre chose dans ces écrans, en tout cas. Et voilà. Après, j'ai vraiment un doute quant au fait qu'un jour, ce genre de techno va devenir green, pas un green IT. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Même si le revers de médaille, on en parlait, hein, clairement, hein, ça va être la notification à outrance. Des problèmes d'attention, parce que du coup, carrément, là, dans votre champ de vision au quotidien, vous risquez d'avoir... Donc là, je parle vraiment de lunettes, hein, du futur, hein, mais très clairement, il y a des vrais sujets, des grosses problématiques psychosociales derrière à traiter. Donc, pour l'instant, c'est pas fait. Si vous n'avez pas regardé, il faut absolument regarder ça. Là, quand on parle d'AR, justement, quand on parle des modèles publicitaires, c'est le court-métrage Hyper Réalité qui se trouve sur YouTube, qui est une version dystopique du monde futur en réalité augmentée, où on se rend compte que voilà, on est spammé en permanence et un peu qu'est-ce qu'il faudrait pas faire pour la réalité augmentée. Ça se trouve sur voilà, Hyper Reality sur YouTube. Allez jeter un œil. Oui, puis C'est intéressant. il y a eu une application aussi qui a été primée là, récemment, donc, qui est une sorte d'assistant personnel, et on voit la journée de quelqu'un avec plein de notifications dès sa levée du lit, quoi. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose effectivement qu'on doit éviter. Je vous mets le lien dans le chat de cette vidéo YouTube, et c'est vrai qu'elle est géniale. Je me souvenais plus du nom, mais elle est géniale. Elle est à voir. Elle fait réfléchir un petit peu effectivement, mais c'est compliqué. Alors je sais que d'un point de vue technologique, hein, rassurons-nous quand même, on n'est pas du tout au point. C'est vrai que je déconnais un petit peu, enfin je plaisantais un petit peu avec ces lunettes, hein, mais elles sortiront pas demain, ou même si elles sortent demain, ce sera pas du tout au format un petit peu imaginé. Qu'on vient d'en faire. Donc je pense que effectivement la technologie de tracking mobile a quand même pas mal d'années encore devant soi, je pense, avant une adoption de masse de ces fameuses lunettes, mais ça pose énormément de questions, et sur le storytelling, alors là pour le coup qui est une matière très vaste en fait, parce qu'on peut faire du storytelling avec diverses pas divers sujets, divers supports. Alors là, pour le coup, pour moi, je vois ça comme une discipline à proprement parler de la réalité augmentée dans quelques années, en fait. C'est-à-dire comment... Oui, c'est ça, comment on crée une histoire avec la réalité augmentée derrière. Alors... Ouais, vas-y, Didier. Excuse-moi. Oui, le storytelling, effectivement, on commence à en entendre parler aussi, ou les problématiques de narration immersive. Alors, c'est venu d'abord plutôt dans la réalité virtuelle ou dans les films en 360, parce que du coup, par rapport à un film classique en 16/9, c'était oui, plus compliqué. C'était différent, quoi, en tout cas.
Moi, ce que je parle de storytelling digital, c'est plus encore une fois cette idée de mixer papier physique et digital. Après, je suis que le crayon du storyteller. Je suis pas moi-même storyteller, donc euh, voilà. Après, j'essaie vraiment de développer, comme ça j'ai voulu développer, j'ai conceptualisé les 12 lois du storytelling digital, mais c'est plus pour à la fois parler de euh, ce que j'appelle les sorts utiles, c'est les différences que pouvait avoir la réalité augmentée ou ce que pouvait apporter la réalité augmentée par rapport à un simple QR code, parce que on peut déjà connecter un support papier avec un QR code. On l'a un peu découvert, pas mal pas mal de personnes l'ont découvert avec la Covid, dans les Mm. restaurants quand ils étaient encore ouverts, parce que du coup c'était un moyen d'accès à des cartes Tout à au fait. menu, quoi. Et donc, du coup, on a découvert que c'était même pratique parce que maintenant, avec un téléphone récent, on peut le faire directement à partir de la caméra native ou scanner le QR code à partir de la caméra native. Donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de bien voir la différence, parce que s'il y a juste je vois beaucoup de réalisation en réalité augmentée, notamment dans les manuels scolaires, où où on fait juste apparaître, on scanne une page et on fait juste apparaître un pictoplay, on clique dessus, ça pose une vidéo. Bon, ça, on savait déjà Ouais. le faire avec un QR code, et c'était plus simple à faire avec un QR code. Take for good, toujours. Donc, C'est vrai qu'à partir du moment où ça devient gadget, ça dessert plus que et ça ne après, sert. en parlant de gadgets, du coup, j'ai aussi travaillé sur ce que j'appelais les effets magiques. Mais moi, le premier effet que l'on travaille, c'est d'avoir une vidéo qui donne l'impression, donc en superposant la vidéo par rapport à une image qui est imprimée, de vraiment donner l'impression que c'est l'image qui est imprimée qui se met à bouger. Donc un peu façon Daily Prophet ou Gazette dissociée qu'on a dans Harry Potter. Mais après, on peut aussi mettre en scène des contenus dans l'espace et du coup faire comme des pop-up. Je ne sais pas si vous voyez les livres pour enfants, les livres pop-up, où on voit des choses qui se déplient lorsqu'on ouvre les Oui, pages. Donc voilà, tout à fait. on peut faire des pop-up digitaux, voire même des sortes d'hologrammes. Alors, c'est des hologrammes en 2D, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des éléments en 3D, parce que sinon après ça... ou en Ça attendant consomme un peu plus. qu'avec un LiDAR, on puisse le faire facilement. Mais Mm. l'idée, simplement en faisant un film ou une animation sur un fond vert, ou un fond après qu'on rend transparent, et en positionnant le personnage, par exemple, en le faisant apparaître au-dessus d'un marquage au sol, on a l'impression d'avoir vraiment un hologramme qui vous parle en face de vous, quoi. Donc c'est des choses Oui, tout à fait. assez simples à faire à partir d'une simple vidéo sur fond vert, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Oui, mais pour ça, il faut pas mal guider effectivement ceux qui peuvent avoir besoin de ce genre de médias. Et là, c'est super important. Et on en revient, et on ne le dira jamais, c'est assez au niveau du meet-up, c'est pouvoir se renseigner, quoi. Aller voir des professionnels, des gens dont c'est le métier, vous donneront. Parce que euh, comment, comment tu fais du coup pour aller démarcher des gens, ou est-ce que les gens viennent spontanément vers toi, Didier, pour dire bah tiens, j'ai un conseil, est-ce que ça c'est faisable? Ou est-ce que tu tombes sur des clients qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas besoin du conseil, mais juste finalement de produire? Comment ça se passe un peu? le, Comment ça se passe? Alors, ça reste un marché qui est évangélisé. Heureusement, maintenant, que Mhm. ce soit du côté de Snapchat ou Instagram, on commence et surtout Snapchat, quoi, parce qu'ils ont vraiment euh, beaucoup misé, voir tout. Et puis même maintenant, TikTok aussi commence à les suivre, mais sur la réalité augmentée. Donc, ça permet vraiment aussi de, de sensibiliser sur le sujet. Ouais, Et après, mais du coup, il faut quand même expliquer. Donc, mes clients, c'est souvent des agences événementielles, des agences éditoriales, donc ils font des rapports annuels, des brochures, des catalogues, d'accord, ok. des éditeurs. Ils se lèvent pas le matin en demandant de la réalité augmentée, quoi. C'est ça, ils viennent chercher Faut conseil. effectivement que je leur explique, et l'avantage, par contre, c'est que c'est intéressant à faire, c'est simple à faire, c'est très visuel. Je peux même du coup le faire
juste en faisant la démo en direct, etc. Et comme je le fais avec un mobile, je peux le faire même sur une carte de visite pendant un cocktail, quoi. Donc, ou là maintenant à distance, c'est simple à faire avec un partage d'écran. Lorsque je suis sur... Allez, et ben atelier. Non, je déconne, je plaisante, je plaisante. Non, mais parce que justement Discord fonctionne pas, le partage d'écran fonctionne pas sur Discord, mais Mais, quand il mais remonte, oui, mais Oui, pour le j'avoue prochain qu'effectivement, meet-up. ça pourrait être sympa. Pour le prochain Mm. meet-up, tu Non, mais vas ça nous pourrait faire être la carrément démo en sympa. live et c'est parti, quoi. Mm. Et, messieurs, je vous propose d'en rester là, puisque déjà qu'on a... Ah, Il est 19h15. Il est t'es 19h15. bavard. Ah non, on a mais déjà débordé. on est déjà Au débordé. secours. On nous dit que le meet-up était... Lenny nous dit que le meet-up était hyper intéressant. Merci à toi. Et puis merci à vous deux. C'était une discussion vraiment, vraiment passionnante. Et je pense qu'on en a encore plein à dire Mm. sur l'air, sur la manière de raconter les choses. Donc, Et des merci à vous. possibilités de fou. Hein. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, c'est un premier pas qui peut aussi permettre de toucher plus de monde qui serait peut-être de prime abord allergique à des casques ou à des lunettes connectées. Et du Mm. coup, et ça permet de préparer aussi les futurs créateurs de contenu. Moi, j'ai appelé, dans mes projets, j'ai aussi la volonté de développer une communauté que j'appelais les sorciers du contenu, mais pour se faire se rencontrer des graphistes print, des web designers, des motion designers, des rédacteurs pour qu'ils apprennent à se parler ensemble pour pouvoir créer des contenus comme ça, pas simplement multimédia, mais vraiment digitaux, quoi. Ouais, tout à fait. Écoute, Didier, en tout cas, le mot est passé. Hein. Nous, c'est notre but aussi au sein de T1, c'est pouvoir comme ça mixer, alors que ce soit les gamers, ceux du monde du divertissement, les professionnels, les développeurs et autres. En tout cas, donc n'hésitez pas si le domaine du digital vous intéresse. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que sur la vidéo YouTube, je mettrai l'intégralité de tes coordonnées. Ouais. Par contre, sur Discord, où est-ce que les gens peuvent te retrouver du coup? Sur Discord, j'ai créé Non, un... mais Ah, sur Twitch. Sur Twitch, pardon. oula, Euh, bonne question. Faut que je regarde parce que je dois pas avoir de compte sur Twitch. non, Non, mais je veux dire, là, si les viewers veulent te retrouver là directement, c'est via un Bon, site internet, via... essentiellement LinkedIn. Après, oui, j'ai un site D'accord. internet, figitales.com. Donc, Ok. attends, je peux le mettre. Hop. Tac. Voilà. Et on voit la vidéo Dans d'ailleurs. On voit la Tac, vidéo voilà. de... Avec Jamy. Oui. les sorciers du contenu. Et non, après, avec les gamers, ce qui m'intéresserait d'échanger, je sais qu'il y a des... J'ai cru comprendre qu'il y avait des discussions sur... maintenant que les jeux se passent sur des serveurs, etc., il n'y a plus les boîtes sur lesquelles on pouvait s'attacher ou transmettre, etc. Donc ça peut être intéressant de développer soit des cartes postales ou des choses, des supports physiques qui permettent aussi de communiquer autour de soi sur sa passion, d'avoir des choses un peu collector, ou lorsque des influenceurs rencontrent leur public, de pouvoir distribuer un peu sous forme de goodies des choses qui sont physiques, quoi, qui nous sortent un peu d'un environnement 100% digital. Ouais, complètement, mais que ce soit les vêtements, effectivement. Ouais. Moi, il y a un truc que je rêverais de pouvoir avoir, mais je sais pas, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était gamin, les boîtes de céréales. Je te prends encore 2 minutes, Louis. Hein. Mais c'est un use case qui, moi, me ferait rêver. Quel gamin n'a pas passé, et d'ailleurs, c'était une stratégie marketing de la part de Kellogg's et autres. Voilà, vous êtes gamin, vous avez la tête un petit peu dans le cirage, et combien de fois avez-vous lu cette boîte de céréales avec les ingrédients, fait de labyrinthe et compagnie? Ça serait effectivement incroyable, je suis d'accord, de pouvoir réinventer en fait cette boîte comme ça, ce marketing produit en réalité augmentée. Ouais, sauf que les céréales, c'est pas forcément bon, donc. Ah non, clairement. non, mais alors là, toute condition nutritionnelle, mis à part. Hein. Mais, non, c'est pour ça, moi, je me suis intéressé dans le divertissement. Il y a pas mal de choses, mais effectivement plutôt aux aspects culturels ou patrimoine, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à montrer là-dessus.
Ça Bon, marche, ça marche, ça marche. Bon, bah en tout cas, bah Louis, du coup, moi je te rends la main. Mais- Dis-nous tout. non, ben non, merci messieurs. En tout cas, c'était un échange passionnant. Et puis une découverte. Merci beaucoup, Didier. Ouais, merci beaucoup Didier. Puis une découverte quand même pour moi Ah. sur ces sujets-là. Donc, merci Louis et merci à Nicolas du coup aussi en passant pour l'invitation. Tout à fait. Ouais, ouais, Qu'on ouais. remercie Merci également. Cédric Je sais pas pour s'il est dans le chat, mais en tout les cas. questions pertinentes. Et si tu veux revenir nous voir, Didier, bah, tu as nos contacts, donc c'est avec plaisir. Avec grand plaisir. En attendant, pour les autres, on revient dans 10 minutes, en réalité. Ouais. Ouais. Alors pour les autres, vous inquiétez pas. Effectivement, pour le programme donc qui vient par la suite, donc c'est XR 360, bien évidemment, votre émission hebdomadaire de news. Alors là, je vous cache pas qu'on a 1 heure, mais qu'on a un programme hyper chargé. On va essayer de commencer peut-être un peu plus tôt. Je vais voir avec Mathieu comment il est possible. On va pas vous caler 10 minutes de pause là. On va faire comme la dernière fois. On va faire le setup en direct live, comme ça on va rester un petit peu ensemble. Vous allez juste me laisser quelques minutes histoire d'aller me rechercher un truc à boire et après on va retourner en live. Donc voilà, restez bien connectés, ça arrive tout de suite, hein, c'est 19h max pour le début de l'émission de façon officielle et puis on va se faire le petit setup ensemble. Bon, je dis au revoir. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas Allez. Didier, encore merci, Ravi. encore merci et puis c'est quand tu veux que tu reviens dans cette émission. Ça marche. Merci. Merci. Salut à Bonne tous. soirée à toi.